Bonjour et bienvenue. L'objectif de cette vidéo est de transmettre une méthode de travail pour répondre à la question qui est comment bâtir une prévision de revenus dans l'objectif de construire un budget prévisionnel. Donc, ce webinaire sera découpé en 3 grands temps. Donc, les enjeux et en définitive les opportunités et risques de ne faire ou de ne pas faire un budget. Ça donne un peu un canevas parce que toutes les entreprises ne fonctionnent pas en trajectoire budgétaire. L'idée va être de rester dans le concret de notre méthode de travail et d'une rédaction budgétaire type. Normalement, c'est un exercice qui se fait sous 3 jours. Donc, vous allez voir un peu la densité analytique nécessaire pour faire un budget que nous, on estime sérieux. Et on conclura par quelques démonstrations d'outillage et d'éléments opérationnels assez concrets à déployer. On va rentrer donc dans les enjeux de ce qu'on appelle un forecast, donc un prévisionnel. Il ne s'agit pas d'être Madame Irma, mais bien de traduire une tendance prospective du business à venir. Donc, la top line que je traduis autour de chiffre d'affaires, bien évidemment, son objectif, bien sûr, c'est de fixer un cadre, un canevas, c'est-à-dire dire où je vais et comment j'atteins ces objectifs dans l'objectif d'atteindre de la rentabilité, parce que bien sûr, vous êtes tous chefs d'entreprise et l'objet étant de générer de la rentabilité, et bien évidemment aussi de mesurer le degré d'investissement afférent, entre autres ce qu'on appelle le CAPEX, c'est-à-dire quelle part de mon chiffre d'affaires j'alloue à améliorer mon appareil de production. Donc, nous avons dans le public aujourd'hui le monde du camping, des hôtels plus ou moins gros. Sachez qu'il y a des standards d'industrie sur la réinjection du chiffre d'affaires incrémental année à année pour pouvoir améliorer l'appareil de l'entreprise et donc sa production de rentabilité. Ça sert aussi à définir du coup le plan d'action commercial et marketing. Donc en gros, quel est le contrat sur lequel on va se reposer pour atteindre dans la mesure du possible cet objectif. Donc définir les rôles de qui est qui, c'est ce qui peut être utile. Définir et calibrer au jour le jour comment va être atteint ce budget. Ce qui sert après, une fois qu'on a défini cette stratégie de top line, donc de chiffre d'affaires, un prévisionnel des charges, donc quelles ressources humaines et financières je mets en face pour atteindre cet objectif, et bien évidemment de gérer le cash flow. Bien sûr, on vit plus ou moins des éléments de saisonnalité, et donc qu'est-ce que je fais de mes réservoirs de liquidité? Est-ce que je les garde, je fais du placement financier court terme? Est-ce que j'en ai besoin et je le mobilise? Ou est-ce que je verse du dividende? Bon, ça, c'est d'autres sujets. Et donc, j'aime bien cette phrase. Aujourd'hui, ça paraîtrait lunaire pour un aviateur ou un capitaine de navire de faire un trajet sans carte. Est-ce qu'on conduit une entreprise sur une année entière, 365 jours, sans cadre? Véritable question. Et donc, aujourd'hui, il existe plusieurs dimensions dans les jeux de données. Il existe des baromètres de marché qui permettent d'évaluer la performance. Alors, ils ne sont pas présents dans tous les univers concurrentiels. C'est généralement très urbain, d'où l'importance aujourd'hui de travailler en agrégat de données ou en partage d'informations avec soit un pool institutionnel ou soit sur d'autres typologies de baromètres. Il y en a des locaux. Typiquement, là, je vous ai illustré, ce sont des vraies données. Du coup, un baromètre de type MKG. Alors, pour traduire, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ces indicateurs, ce qu'on appelle le MIPI, c'est-à-dire c'est le Market Penetration Index, c'est-à-dire l'indice de pénétration de marché. Donc, vous voyez typiquement ici, à 113, c'est-à-dire je suis au-dessus d'un indice de 100, ça veut dire que là, pour le coup, l'hôtel que nous pilotons a récupéré 14% de volume sur ses concurrents. Après, la question, c'est est-ce que notre indice de taux moyen en a souffert? Donc, clairement, on voit que le prix moyen de l'hôtel a baissé de 44%, comme le marché. C'est des vraies données du moment. Donc, je tiens à relativiser sur Madame la Marquise, tout va bien. Des fois, il y a certains marchés, 44% de baisse de prix moyen. Nous, notre indice est resté à niveau. C'est-à-dire, on est resté dans notre zone de flottaison de notre positionnement. Par contre, on a bouffé de la part de marché. Ce qui fait que
on a fait du RGI, donc du revenu génération index, et en gros, c'est plus important, est-ce qu'on a fait de la croissance? Oui. En gros, est-ce qu'on a pris des parts de marché? Est-ce qu'on a capté une plus grande part du gâteau? C'est à ça que servent ces typologies d'indices. Alors maintenant, pourquoi c'est nécessaire? Les avantages, c'est de mesurer la performance commerciale. Disposer d'une croissance ou d'une chute d'affaires, ça ne veut rien dire. J'ai fait plus de pourcents. OK. Mais j'ai fait plus de pourcents dans un marché qui a fait plus 5%. C'est relatif. Hein. J'ai pas fait de croissance dans un marché où tout le monde a pris moins 15. C'est pas la même chose. Hein. Donc ça sert à mesurer la latitude de croissance. Alors malheureusement, ce genre de données n'est que dans les univers hyper-urbains. Donc bon, et vous allez voir d'autres sujets. Le monitoring. En gros, l'idée, c'est de dire ah super, je me suis gavé de taux d'occupation, mais est-ce que j'y ai pas laissé des plumes en termes de prix moyen et donc en rentabilité à la fin? Ça, c'est un autre objet. Donc de monitorer le dosage de l'intensité ou de l'agressivité. C'est à ça que servent ces données. Par contre, leur limite, et c'est là le vrai sujet, c'est la qualité des échantillons. Donc aujourd'hui, on parle d'échantillons dans l'écosystème parisien ou ultra-urbain de 5 à 7 hôtels. Est-ce qu'on peut vraiment extrapoler un objet territorial qui est quelque chose de complexe et institutionnel et des flux significatifs sur un pool de 5 hôtels? Je ne suis pas sûr. Donc aujourd'hui, c'est relatif. C'est un peu comme si on présupposait d'élections à venir, c'est bien, c'est le contexte, et qu'on auditait un quartier d'un village et on disait ah bah ce sera ça les élections. Peut-être pas, non, hein, heureusement. Heureusement que c'est quand même un peu plus intense les objets de sondage. Et aussi, le plus important, alors j'aime bien cette image, c'est comparer des pommes et des bananes. Vous voyez, dans ce COMP7, par exemple, nous avons un hôtel entre eux, bon, histoire de donner une fourchette pour pas qu'on nous trouve, 70 à 100 chambres. Nous avons du 300 chambres comme compétiteur. Et placé intramuros quand nous sommes en périphérie. Donc bon, je trouve qu'on compare des pommes et des bananes. Bon, c'est toujours très compliqué dans l'hôtellerie de trouver des points de référence comparables. Mais bon, ça, c'est quand même important. Et donc, ce que je voudrais qu'on retienne à cette étape-là, c'est que le vrai danger, c'est pas de baisser, c'est pas une baisse du revenu, c'est de croire qu'on performe quand le marché explose. C'est ça le danger. Et de ne pas être au rendez-vous de quand il se passe quelque chose. Maintenant, ce qui est un objet important, c'est que beaucoup d'industries sont concentrées autour de la demande. Ce qui est le cas de l'hôtellerie. Hein. C'est-à-dire là, pour l'instant, on vient de parler que de taux d'occupation, de prix moyen, de est-ce que j'ai plus de visiteurs, ah, Fluvision me dit si, Fluvision me dit qu'il y a toujours plus de touristes. Hein. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Hein. Bref, tout va bien, Madame la Marquise, ou pas. Bref, tout est axé autour de la demande. Aujourd'hui, il y a des industries qui sont vraiment en demande. La GMS, la grande distribution. Aujourd'hui, le consommateur, il vient dans un rayon, il est réfléchi en fonction de son profilage. Ça, c'est une industrie dite de demande. C'est-à-dire, c'est le consommateur qui définit ce qu'il y aura dans le rayon de supermarché. Maintenant, il y a des industries dites d'offres. Par exemple, le monde du livre, de l'édition. Un auteur pond un bouquin. Ce bouquin, en définitive, va peut-être trouver un public. Ad hoc, un produit qui a généré une demande. Et bien, l'hôtellerie, plus spécifiquement l'hébergement, c'est très complexe parce que c'est un agrégat de ces deux logiques. Pas d'hôtel, pas de camping, pas de touristes. Pas de touristes, est-ce que ça vaut le coup de construire un hôtel ou un camping? Et donc c'est pour ça que cette image de l'œuf et la poule est relativement bien fournie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une offre concurrentielle toujours plus abondante, qui se dispute une demande, finalement, aux limites qui sont peut-être parfois étroites. Donc on veut toujours construire plus de chambres d'hôtel, mais est-ce qu'il y a de la place pour ça? Est-ce que le plafond de verre n'est pas atteint? Vraie question. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il convient de compléter par une analyse de la qualité de l'offre. Donc, dans un cadre de réflexion budgétaire, qui est un peu notre objet aujourd'hui, je suis dans une démarche prospective de ma croissance, il faut appréhender mon offre actuelle et à venir dans mon marché, de mon hôtel. Somme toute, ça me paraît important quand même d'évaluer la vestuté ou la modernité
de mon offre versus mes concurrents réels et non mon panel de demande, c'est-à-dire mon petit baromètre. C'est-à-dire concrètement, mes concurrents, ils sont à quel niveau de qualité versus moi et est-ce que j'ai encore des réservoirs? Et du coup, ce réservoir de croissance, de cet actif, donc de cet investissement, de cet objet d'investissement, cette perspective qui finalement est valable à la fois dans un budget et un BP. Donc en gros, pour synthétiser notre objet, c'est quelles données macroéconomiques je peux avoir, ou micro plus précisément dans des baromètres. En définitive, piloter que de la donnée de demande, c'est une erreur tactique, parce que du coup, ce n'est pas appréhender l'offre, et de manière plus précise, mon offre, la réalité de mon positionnement. Une fois que j'ai fait cette synthèse de mon offre, d'un hôtel à Angoulême, à Cognac, à La Rochelle ou à Lyon, peu importe, une fois que j'ai appréhendé macroéconomiquement et micro dans mon environnement concurrentiel, là, je peux commencer à avancer sur mon budget. Et donc là, on va pouvoir avancer sur le plan type de la rédaction budgétaire, donc tel que nous, on l'a construit chez RMD Technologies. Avant, je voulais vous montrer ce que nous voyons depuis plus de 12 ans que nous accompagnons des hôtels. Donc là, vous avez l'illustration, je ne l'ai pas manipulé, j'ai laissé les couleurs en plus, d'un outil de construction de budget, d'un hôtel de plus de 100 chambres, d'une chaîne très, très, très connue mondialement, et de comment sont construits aujourd'hui les objectifs de top line de cet hôtel, qui faisait 5 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires hébergement quand même, rien que ça. Donc, on va faire plus 2% de chiffre d'affaires en mars, on va faire plus 4% en juin, et c'est comme ça qu'est bâtie la stratégie commerciale de cet hôtel. Véridique, quelque chose que nous voyons encore en 2024-2025, c'est du délire. Donc concrètement, comment ça fonctionne? L'idée, il y a un premier sujet qui est l'analyse de ce qu'on appelle le PNL, le Profit and Loss. Donc on pourrait traduire par le compte d'exploitation. Donc l'idée, c'est généralement dans un regard financier d'un appareil d'entreprise, le chiffre d'affaires, les charges et finalement la rentabilité, donc traduit généralement par l'EBITDA. Donc c'est le Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, ce qui est un peu notre équivalent EBE, entre guillemets, même si le BE est moins fin que la lecture d'EBITDA. Et est-ce que ça a généré assez de rentabilité sur l'investissement? De ça, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ratios industriels. Quel est le ratio type? Donc ça, c'est intéressant à observer. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est bon, bah, il manque 4% de chiffre d'affaires, rajoute 4% de chiffre d'affaires. Comment, pourquoi, et à quelle fin et à quel plan d'action? Ça, en gros, ce que je vous explique, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, maintenant, allons voir comment on peut faire. Avant tout, le revenu management, c'est ni plus ni moins que du mix marketing. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans une analyse, donc ça vaut le coup de prendre une journée, d'analyser complètement, aujourd'hui, par exemple, qui sont les personnes qui réservent dans l'hôtel. Alors, les personnes, généralement, c'est traduit dans l'écosystème du revenu management par les yield class ou, dans d'autres langages, les RML. C'est-à-dire les classes de revenus. En gros, est-ce que c'est des clients qui sont venus en direct avec des promotions, avec des OTA, est-ce que ce sont des groupes, etc. Histoire de pouvoir classifier un petit peu les segmentations de l'hôtel. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appréhender, comprendre les poids et quand est-ce qu'ils viennent. Le prix, l'analyse du prix. C'est très bête, mais c'est toujours intéressant de prendre le recul sur la pratique de la grille tarifaire. J'ai commencé avec un palier de départ, j'ai terminé avec un palier d'arrivée. Est-ce que j'ai pas commencé trop fort et à la fin, j'ai dû faire des promotions? Est-ce que j'ai commencé trop bas et j'ai rempli trop vite? Faire cette analyse critique sur finalement quelle a été la pratique commerciale de l'hôtel, c'est hyper intéressant. De savoir combien de fois les paliers ont été appliqués aussi, c'est intéressant. Vous pouvez avoir des grilles de RAC à P12 ou l'inverse, ça dépend des structures de pricing. Et en définitive, se dire, finalement, presque 50% des paliers ne servent à rien. Et donc ça, finalement, ça a un sens léger et ça permet de rechallenger finalement la création de la grille tarifaire. Le produit, avant tout, qui est l'abonné absent des rédactions budgétaires, ce qui est très dommage, on peut avoir aussi des objets d'analyse de la contribution au chiffre d'affaires de chacune des catégories de chambres. Ça, c'est très intéressant. Nous, on aime bien le faire chez RMD, c'est de se dire combien de chiffre d'affaires a généré la catégorie de chambre et voire même la proratiser au mètre carré de la catégorie. C'est extrêmement instructif.
généralement, la catégorie d'attaque et la deuxième sont plus contributeurs au chiffre d'affaires de l'hôtel de presque 20 à 30% des catégories supérieures. Pourquoi? Parce que vous avez une junior suite ou une suite qui peut faire 40, 60 mètres carrés. Vous proratisez au réel du taux d'occupation, enfin du RevPAR, réellement de la chambre. Vous allez apercevoir que ces grandes chambres ou ces grands mobilhomes ou ces grands machins, finalement, est-ce qu'ils m'ont rapporté autant d'argent que les petites unités d'attaque? Vraie question. Pourtant, ils ont coûté de l'argent à construire. On est toujours dans des objets de surface, de dimensionnement commercial. Et ça permet de se poser des questions. Eu égard, dans ces exercices de constat, il nous est arrivé de recréer des catégories de chambres, de faire même de l'aménagement, de casser des suites pour en faire des chambres classiques. Parce que preuve en est de chiffre d'affaires généré au mètre carré, ça vaut le coup de peut-être détruire deux junior suites qui ont du mal à se vendre, peut-être parce que l'hôtel n'a pas ce marché, de construire 3 ou 4 chambres qui vont générer à la fin. Donc derrière, ça fait un mini BP dans le sujet. Il faut penser produit. Comment je fais des upsells entre les catégories? C'est là où se situe tout le chiffre d'affaires finalement. La promotion, bien évidemment, quelles ont été les opérations commerciales, donc de lister toutes les opérations commerciales de l'année dernière. J'ai fait une opération, une présence à un salon, j'ai lancé telle opération pour Pâques, comme chaque année, pour proposer un package, de permettre de trouver les œufs de Pâques au fin fond du jardin de l'établissement, qui n'a jamais produit 1 euro de chiffre d'affaires. Bref, tout ce genre d'opérations qui sont là pour se faire plaisir, pour faire du digital first, entre guillemets, mais qui ne produisent pas 1 euro de chiffre d'affaires, véritable question de les renouveler l'année suivante. Ça peut être bien pour économiser l'effort RH et donc le temps ETP alloué à ce sujet et peut-être s'intéresser sur des sujets plus de fond pour améliorer le référencement, pour améliorer la transformation, l'expérience prospect dans le processus d'achat. Et pour terminer, client et moment, quelque chose de très structurant et qu'on a observé que très peu d'hôteliers regardent, d'où viennent vos clients? C'est quelque chose de, somme toute, extrêmement basique. Vos clients, ils viennent d'où? De Nantes, de Lyon, de Paris. De quelle zone de vacances? Zone A, zone B, zone C? Dans quelle proportion? Est-ce que vous avez des Belges, des Anglais, des Américains, des Suisses, des Italiens, des Espagnols? Véritable question. Donc, toutes ces zones de chalandise, est-ce que vous en captez toute la valeur? Et surtout, à quel moment ils réservent ces gens-là? Et pour quelle date d'arrivée? Ça a des impacts très significatifs. Donc, en gros, quand on a fait cette appréhension globale de ce mix marketing durant cette phase analytique, à partir de là, on dispose vraiment des billes et des leviers à activer pour commencer à faire de la rédaction budgétaire. Donc, je connais l'établissement, je connais ce qui se passe et machin. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'anticipe l'avenir. Donc, très important, comme je connais les zones de chalandise évoquées précédemment, exemple, je suis en zone A de vacances, la zone de chalandise est locale, mais mes principaux clients viennent de la zone C et j'ai aucun client qui vient de la zone B. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone B, c'est une zone que je n'ai pas intérêt à observer. Je tiens à préciser, nous le voyons dans un hôtel sur deux. Ce qui se passe, c'est que dans un calendrier, vous savez, le calendrier un peu la poste banque, voilà. Hop, vacances, vacances. Donc, du coup, on monte les cales de prix. Sauf que vacances d'une zone de chalandise qui ne produit pas de touristes, véritable question. En revanche, je sais que je fais par un jeu des dates équivalentes. Je compare pomme et pomme, un objet qui est naturel et un objet qui est retravaillé, sur la base d'agenda événementiel, jour saint, zone de vacances par zone de flottement. En définitive, je suis capable de me donner une prospective temporelle de ce qui va se passer. Donc, de manière naturelle, par le jeu de l'agenda calendaire, on peut avoir une anticipation des impacts. Donc, j'ai des impacts de mes flux de clientèle qui vont se reproduire en N+1. Je sais quels sont les leviers qui ont marché. Ça y est, je peux commencer à rentrer dans ma phase budgétaire. Et donc, un budget se joue, en tout cas dans notre méthodologie, une calibration du temps qui permet de générer ce qu'on appelle donc une prévision brute et calculée. Donc, c'est ce que nous, on appelle le budget automatique. Donc, ça reproduit par famille de revenus dans le temps
où elle se positionnerait dans le futur temps à venir, naturellement. De ça, je peux le récupérer et le mettre dans une zone d'écriture manuelle dans lequel je vais pouvoir interagir contre ce qui vient naturellement et commencer à optimiser en définitive mes canaux, mon pricing, mon pack, suite à tous les éléments de constat que j'ai étudiés avant. Donc, j'ai analysé mes leviers, j'ai le temps. Le temps m'a projeté une hypothèse. Cette hypothèse, comment je l'améliore, je l'optimise pour tirer le plus de revenus potentiels nets rentables à l'hôtel. Et de ça, c'est un travail de dentelle au jour le jour, segment par segment, mais au moins, à la fin des fins, j'ai un exercice documenté, une trajectoire sur mon chiffre d'affaires crédible et un contrat presque de confiance entre le décisionnaire, l'exécutant et le stratège. Donc finalement, tout le monde se rejoint autour d'une copie et d'une feuille de route, ce qui aide après à tenir, pour le gestionnaire, une redescente des charges. Et donc cet exercice, vous voyez par exemple dans des segmentations public direct, direct discount, OTA public, OTA discount, bah, cette année, je veux un peu moins d'OTA discount pour telle ou telle raison, parce que j'ai vu que j'avais des coûts de déplacement potentiels, donc je vais réduire ces quantités dans telle proportion et je vais les transposer peut-être dans la famille du dessus. Ou attention, j'ai rentré peut-être trop de groupes. Je vous renvoie sur la vidéo de cotation des groupes qui font quelques objets de déplacement de revenus. Typiquement, c'est ce genre d'impact. Parce que, bien sûr, un groupe, comment mettre des groupes dans des budgets? C'est très erratique. Allez savoir que une entreprise complètement différente réserverait exactement au même endroit l'année prochaine. Alors, ceci étant dit, c'est quasi impossible de budgéter un groupe. C'est très risqué. Parce que la faible proportion pour que ça arrive sur cette semaine-là est très limitée. En revanche, comme je l'ai dit dans cette précédente vidéo, si vous avez toute la batterie de tout ce que vous avez accepté, refusé, qui n'a pas concrétisé, vous avez des volumes hypothétiques, du coup vous avez un management, vous pouvez définir des objectifs aux collaborateurs et un plan d'action afférent, vous pouvez espérer une meilleure concentration de l'exécution budgétaire. Et donc là, vous pouvez maîtriser 100% de votre mix, c'est-à-dire le plus prédictible, l'individuel, et le moins prédictible, le groupé. Somme de tout ça, vous avez défini les guidelines finalement d'une trajectoire budgétaire. Alors ce n'est pas Madame Irma, ce n'est pas, ça vise à tendre une méthode et un objet de travail pour atteindre des objectifs qui sont chiffrés et documentés. Bien sûr, ça ne protège pas de l'inconnu macroéconomique qui malheureusement impacte très lourdement le tourisme depuis des années. Mais je tenais à vous faire une véritable illustration de ce que nous voyons. L'année dernière, nous sommes rentrés dans un hôtel où nous avions donc des équivalences 2024 projetées, donc par classe de revenus. Donc vous êtes sur un hôtel qui fait 87 de TO sur octobre. Je tape un peu, mais c'est volontaire, c'est pour vous montrer sur des... C'est là où le diable se cache dans les détails. Alors, on voit qu'on a des clients qui en définitive réservent, et c'est normal, ça dépend des volumes, à 285 euros de prix moyen, et des clients qui réservent à 200 euros de prix moyen. D'accord? Donc vous avez deux classes de revenus qui s'affrontent en termes de contribution. Je suis dans un exercice budgétaire. Je reproduis le passé dans l'avenir. Donc, ce qui était un 1er octobre et qui va devenir un 30 septembre, c'est à préciser pour l'approche comptable et financière, ce chiffre d'affaires, ce bonus, sera dans le chiffre d'affaires civil de septembre. Ça, je tiens à expliquer. Ça explique les plus et les moins communicants des mois. Des fois, il y a un mois où il y a 5 week-ends, il y a un mois où il y a 4 week-ends l'année dernière. Ce qui explique des fois les plus et moins. Donc, quand un propriétaire ou un actionnaire veut du vert sur les 12 mois de l'année, c'est pas totalement juste. Ça dépend du déplacement de l'agenda calendaire. C'est juste une question physique. On ne peut pas combattre 5 week-ends versus 4 quand on est un hôtel de loisirs. Bref. Et donc, dans ce cas-là, cet hôtel, si je lui décide, parce que c'est une stratégie, qui ne pourra pas prendre plus de 40 chambres par jour pour vendre des groupes, donc ce groupe de 72 n'aura plus jamais sa place. Techniquement, je vais pouvoir récupérer une trentaine de chambres dans des canaux plus contributifs à 80 euros de prix moyen.
Je n'ai rien touché, hein. Juste en définissant une règle sur une date. Ça fait plus de 2 700 € de chiffre d'affaires. Une date. Donc, vous faites ça sur une centaine de dates où il y a un peu de blocs d'activité, sans se poser 1 million de questions sur le positionnement, qui sont quand même des vraies questions. Il y a des effets de levier sur la génération de la rentabilité par le mix d'affaires et par la lecture qui sont immenses. Et donc ça, cumulé à je suis bien positionné, cumulé à j'ai un inventaire optimisé et à l'ensemble des canaux, une vraie stratégie marketing, parce que dire je ne veux plus d'OTA, mais par contre, je ne mets pas 1 euro en direct, je ne mets pas une réflexion marketing pour pouvoir capter du client et je me contente de jolies photos, ça suffit peut-être pas. Donc, quelles ressources, quels moyens pour obtenir quelle fin? C'est ça, un budget. Et donc, pour aider à accompagner du coup la construction de ces indicateurs, nous avons développé un Power BI appelé TeamBee, qui est un tableau de bord pour les hôteliers qui veulent reprendre le contrôle de leur stratégie tarifaire, mais qui ne savent pas par où commencer. TeamBee met en lumière les dates à optimiser pour un impact rapide sur vos revenus. Les avantages, c'est une interface extrêmement bien travaillée, des données actualisées et redressées par nos soins, compatibles avec Calio pour l'optimisation, donc demande-offre, accessible à tous, et finalement c'est un outil d'aide à la décision. Ça fonctionne en Power BI. Vous aurez tout un ensemble de tableaux de bord détaillés, un suivi de l'avance-retard à date et par segment, comme expliqué précédemment, et bien évidemment, ce qui est un peu l'objet aujourd'hui de notre analyse budgétaire, un suivi de production. Là, vous pouvez rentrer dans tous les segments de détail, que ce soit tarifaire, par classe de revenus, par chambre, par nationalité. Tous les croisements sont possibles dans ce cube, déjà pré-paramétré pour aider à faire de l'analyse budgétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Nous prendrons grand plaisir à y répondre. Tous ces éléments de valeur sont très agrégés, mais sachez que toutes les semaines, nous publions une newsletter, la Minute RM. N'hésitez pas à vous abonner sur le site de rmd-technologie.com. Elle est gratuite, elle est accessible et notre but, c'est de vous donner le maximum de valeur et de contenu. À très bientôt, j'espère.